et la derbouza ont des accents les plus mélancoliques. Je perche ce soir à l'hôtel d'Orient. Il est 11 heures quand mes nouveaux amis viennent m'y conduire, et quand je suis seule, j'ouvre ma fenêtre et je m'appuie au balcon. 2 heures là, d'une rêverie sombre, j'ai la tête toute remplie d'images du passé, et le sommeil tarde à venir. Sur le boulevard de Beaune, qui a cet aspect particulier aux grandes villes coloniales nées d'hier, le vent fait vaciller la flamme du gaz et voltiger la poussière. De chaque côté de la spacieuse promenade, de correctes allées d'arbres, des alignements de belles maisons blanches, avec de hauts porches aux colonnes rigides et régulières. On a vu cela partout. Dans toutes les contrées du monde, la ville moderne ressemble à la ville moderne. Un jour viendra peut-être où les peuples de l'avenir, fatigués de ne voir que l'uniformité de toutes choses, regretteront d'avoir tout nivelé et tout détruit. Un square planté de palmiers, où on entend encore dans la tranquillité de la nuit le bruissement léger d'un jet d'eau. Les boutiques depuis longtemps closes et les passants rares, quelques bédouins attardés ou sans gîte, rôdant au hasard, encapuchonnés dans leurs grands burnous blancs. Des éclairs promènent sur tout cela des lueurs fulgurantes, des éblouissements de phosphore. Le tonnerre commence à faire dans le lointain son grand bruit sourd, et les premières gouttes de pluie tombent, larges et tièdes, sur la poussière des rues. Et puis, de la montagne, le vent apporte des émanations de terre mouillée, des parfums exotiques de plantes, d'indéfinissables senteurs de pays chauds. Et cela me ramène à un passé de ma vie plus lointain que mon passé breton et que mon passé musulman, mais qui, à certaines heures, revit encore dans mon souvenir et fait vibrer dans mon cœur des cordes de souffrance. Cela me rappelle les villes du Brésil, Bahia, Rio de Janeiro, après les grandes ondées des tropiques. La campagne de ces pays avait de ces mêmes senteurs chaudes que le vent m'apporte ici. Cela me rappelle le Brésil, puis la Flore et mon frère Joseph, puis Valparaiso et la Polynésie. Mercredi 12 mai, je m'éveille aux premiers rayons d'un soleil magnifique, en entendant ce bruit singulier et caractéristique des villes d'Orient, les cigognes qui claquent de leurs longs becs sur les toits. Ibrahim, avec qui j'ai rendez-vous, m'attend au café Ben Ali. Il m'emmène au marché indigène où nous faisons ensemble notre déjeuner en plein vent avec des beignets arabes. Au milieu de toute cette foule de nègres et de kabyles qui grouillent au beau soleil, un pâtissier en burnous, établi sous un palmier, fait frire ses beignets dans une immense poêle. On les avale à mesure tout chauds, en les trempant dans du miel. Nous en mangeons des quantités invraisemblables. Beaune, 12 mai. À Pierre, mon bon frère, italique. Tes petites lettres, si simples qu'elles soient, comme tu dis, sont, je crois, bien les seules à présent qui ne manquent jamais de me réchauffer le cœur. J'étais bien inquiet de toi, cher frère. Tu m'avais dit dans ta dernière lettre qu'il t'arriverait quelque chose à bord, et quelquefois je ne pouvais pas m'endormir la nuit en pensant à toi. C'est que j'ai toujours un peu peur de ta mauvaise tête de breton, mon frère. Tu sais, moi qui autrefois t'ai ramassé en riant dans toute espèce de ruisseau, du temps où tu faisais ton mauvais goéland. À présent, si j'apprenais seulement que tu as été un petit peu gris une seule fois, cela me ferait un bien grand chagrin. Mais je crois bien, en effet, mon bon frère, que tu continueras d'être toujours sage maintenant, et que nous n'aurons plus jamais besoin de parler de tout cela. J'avais peur aussi que ta femme n'ait été malade. Il y avait bien des jours que tu ne m'avais pas écrit, méchant frère. Enfin, tout cela s'est bien passé, et j'en suis heureux. Tu me diras si ta petite fille te ressemble. Je voudrais bien la voir, mais ce sera pour cet été, quand j'irai m'installer dans ma petite chambre de Rosporden. Je veux aussi te gronder, frère. On dirait que ce n'est pas de l'argent que tu m'avais prêté, que tu me demandes, et qu'il n'est pas à toi. Je puis te le rendre tout de suite, puisque j'en ai justement un peu avec moi.
Je t'envoie ce que j'ai dans cette lettre, et j'écris à ma mère pour la prier de t'envoyer tout de suite le reste de Rochefort. Maintenant, mon bon frère, en arrivant à Toulon, je vais trouver toutes mes affaires réglées, et j'aurai un peu d'argent devant moi. Je t'en supplie, si tu en as besoin d'autres, écris-le-moi tout de suite, comme on doit faire avec son frère. Tu sais bien que ce qui est à moi est aussi à toi, et que rien ne me fera plus de plaisir que de te rendre service. Tu me dis, frère, que tu t'es reproché d'avoir acheté à Cherbourg 4 petits tableaux pour ta maison. Cela me fait beaucoup de peine que tu te sois reproché cela, surtout quand j'avais de l'argent à toi, et que j'ai fait pour ma chambre turque d'autres dépenses bien plus grandes. Quand j'irai chez toi cet été, je veux t'apporter plusieurs petites choses pour orner ta maison de Rosporden. Nous y mettrons aussi les têtes de coco, note. Dans mon frère Yves, Lottie indique en note têtes humaines très laides à voir, les déportés de Nouvelle-Calédonie les fabriquent avec des cocos auxquels ils mettent des yeux, des dents et des cheveux. Nous y mettrons aussi des têtes de coco et les têtes de chèvre. Adieu, mon frère chéri, écris-moi vite à Toulon pour me dire si tu veux que je t'envoie un peu d'argent. Embrasse bien pour moi mon petit Julien et la petite Marianne. Fais mes amitiés à ta femme et à tout le monde à Rosporden. Je t'embrasse bien des fois de tout mon cœur. Beaune, jeudi 13 mai. Friedland, 17 juin. À Madame Sandeau. Madame, je suis heureux d'avoir publié le mariage de Lottie, puisque ce livre me vaut des lettres comme celles que vous avez bien voulu m'écrire. En vous envoyant Asiadé, je tremble un peu de vous causer un désenchantement complet. Il y a dans ce livre des pages que je voudrais aujourd'hui n'avoir pas écrites. Et puis, toute la première partie est absolument mauvaise. Il faudrait laisser de côté le commencement du volume et n'en prendre la lecture qu'au milieu. Lottie, que vous avez trouvé sympathique en Océanie, devient déplaisant à Stamboul, avec ses airs désabusés et ses façons de rolla. La faute en est peut-être aux circonstances, plus qu'à moi-même. Je n'ai su que noter les impressions profondes que j'ai éprouvées, reproduire les tableaux que le hasard a mis sous mes yeux. Je n'ai pas le talent d'un écrivain, et je serais sans doute bien incapable de produire autre chose qui ait la moindre valeur, malgré les encouragements précieux que j'ai reçus. Je vous demande, madame, toute votre bonne indulgence pour Asiadé, et vous prie de vouloir bien agréer l'humble hommage de mon respect et de mon dévouement. Julien Viau. Madame Legros est à Brest pour un service de quelques jours. Je m'acquitterai de la commission dès qu'il sera revenu. Fin de la lettre. Mardi 22 juin, plus 5 jours. À midi, appareillé de Toulon pour Rochefort. Grande pagaille d'escadre. Vendredi 25 juin. Vers 3 heures après-midi, mouillé à Roquetas, baie d'Almeria, Espagne. Des oliviers et des muletiers. Samedi 26 juin. À 5 heures du matin, appareillé, fait route sur Gibraltar. Beau temps pur, les montagnes d'Espagne sont d'un rose irisé, sur un ciel fin, d'un beau bleu-vert. Des bandes de souffleurs, note, cétacés, 2 points. Cachalot, dauphin. Reprise. Des bandes de souffleurs endormis sur l'eau calme et bleue. Le train habituel du détroit de Gibraltar, une foule de navires à voile de toutes les nations. Les Chebec, note, petits navires 3 mâts de Méditerranée. Chebec. Les Chebec par centaines du Maroc sont en majorité. Dimanche 27 juin. Quart de minuit à 4 heures. Passé le détroit de Gibraltar entre 7 et 8 heures du matin. Fait route sur Tanger, où l'escadre volante est au mouillage. Défilé devant la ville, salué. Fait route pour remonter la côte de Portugal. Samedi 3 juillet. L'escadre mouille devant Boyarville, île d'Oléron, à 11 heures du matin. De 3 à 4 heures, promenade en rade par mauvais temps.
à la recherche d'une canonnière remontant à Rochefort. Tout un bagage hétérogène ballotté par la mer, grands vases kabyles, présents de Saïd et d'Ibrahim, fauteuil Henri II, etc. À 4 heures, trouver la chaloupe à vapeur qui remonte à Rochefort. Remonter la rivière par pluie battante, ciel tout d'une pièce, arriver à Rochefort à 8h30. Maman et tante Clarisse étaient assises dans le salon sans lumière, regardant par la fenêtre, m'attendant sans m'attendre. La maison avait l'air vide et triste. Dimanche 4. Un beau dimanche de juillet, un temps splendide. Je retrouve la maison riante, pleine de verdure et de fleurs. La place vide de la vieille tante Lalie y jette une impression étrange. En entrant dans sa chambre, on a le cœur serré de ne plus la voir dans son grand fauteuil. Mais aussi, maman et tante Clarisse, les 2 pauvres vieilles qui me restent, ont l'air plus reposées. Elles semblent plus libres et plus alertes. Cela leur paraît encore tout extraordinaire de n'avoir plus cette occupation, ce service de tous les moments qui les épuisait. On dirait qu'elles n'ont plus rien à faire, que les voilà enfin comme tout le monde, libres de disposer d'elles-mêmes, de sortir, d'aller et venir, de se promener. Les grandes préoccupations d'argent sont finies aussi pour elles. Elles se sont achetées plusieurs petites choses et passé plusieurs petites fantaisies. On les sent tranquilles et heureuses. Après dîner, le soir, visite au cimetière, aux tombes anciennes et à la tombe nouvelle. Tante Lalie a été mise à côté de ses fidèles vieux amis Barbotin, note, une famille rochefortaise de marins, amis des Viaux. À côté de ses fidèles vieux amis Barbotin dans leur caveau de famille. Son nom n'est pas encore gravé sur le marbre. Sa présence est seulement indiquée par une grande couronne de perles blanches. L'herbe est haute et touffue dans le cimetière. Les roses sont fleuries partout sur les tombes. C'est une belle soirée tranquille et mélancolique. Lundi 5 juillet. Retourné en rade par la canonnière du matin, revenu à Rochefort par la canonnière du soir. Mardi 6. Retour en rade, une semaine d'exercice, de corvée, tir de la compagnie de débarquement, etc. Beau temps toujours, le vent de terre apporte la bonne odeur des bois de l'île d'Oléron, parfum d'immortelles et d'œillets roses. Vendredi 9 juillet, beau temps toujours. À 9 heures du matin, un petit vapeur, marronaude, note, sans doute un adjectif construit sur le nom de marraine, où habite la famille Bon. Un petit vapeur marronaude m'amène ma sœur, Armand et Ninet, que je vais chercher dans le canot major. Ils ont l'air heureux d'arriver, et moi de les voir. 1 heure après, mes nouveaux amis des bals de cet hiver arrivent aussi. Monsieur Meunier, Madame Suzanne Meunier, qui partagea avec moi le succès musical de la dernière soirée de la préfecture, exact au rendez-vous, m'arrivant aussi pour déjeuner. Il faut aller les prendre à bord de la canonnière, où se trouvent aussi les 2 Jonquières, toute une bande de gens de Rochefort. Complications de canaux et complications de service. À 11 heures enfin, notre déjeuner s'organise au carré du Friedland. Il est suffisamment gai, suffisamment cordial, et mangez d'assez bon appétit. À 1 heure, ramenez les meuniers au Colbert. Grande pluie d'orage. Les Ramans, note, surnom de la famille de Marie Armand, d'où le surnom, et Ninette Bon. Les Ramans me restent jusqu'au soir. Ninet circule déjà dans le bateau comme chez elle. Dans l'après-midi, une invasion très comique de marenots. Nous nous retranchons dans ma chambre. Je repars avec eux à 4 heures du soir par le petit vapeur du Chaput, note. Avant la construction d'un pont en 1966, les bateaux pour Oléron partaient de la pointe du Chaput, commune de Bourse-Franc, près de Marennes. Reprise. Je repars avec eux à 4 heures du soir par le petit vapeur du Chaput pour passer la soirée et la journée du lendemain à Marennes.
expédier une dépêche à Rochefort pour que maman et tante Clarisse s'y trouvent aussi. Arrivé à Marennes à 6 heures du soir. Leur maison a bon air d'autrefois, avec son grand jardin et ses charmilles. Ninet y soigne des rossignols et des nids de merle, on y est bien. Nous avons à moitié dîné quand arrivent nos deux bonnes vieilles de Rochefort. L'air en train et joyeux. Elles ont reçu la dépêche à temps et se sont mises en route. Jamais nous n'aurions pu croire qu'elles auraient réussi à être prêtes. On ne les reconnaît plus depuis qu'elles sont libres. En route, elles n'ont pas eu le temps de monter au clocher de Moise pour regarder l'escadre. Reprise. Lire Moèze, où se trouve un clocher gothique flamboyant qui servait d'amer, point de repère pour la navigation. Reprise. Elles n'ont pas eu le temps de monter au clocher de Moèze pour regarder l'escadre. Elles s'en excusent. Elles m'apportent cette bonne lettre de Pierre qui me fait aussi du bien au cœur. Jamais encore il ne m'en avait écrit d'aussi expansive, mon frère très renfermé surtout dans ces petites lettres de matelot si simples. Note. Allusion à une lettre de Pierre Lecor. Reprise. Très renfermé surtout dans ces petites lettres de matelot si simples, comme il le dit lui-même. Note. Une version différente de cette soirée est donnée dans le Journal intime, fautivement daté du 19 juillet. Voici cette version. La soirée chez ma sœur, qui habite maintenant Marennes. Sa maison a un bon air d'autrefois avec son jardin et ses charmilles remplis de nids de rossignols et de merles. Au fond de ce jardin que domine et semble protéger l'antique clocher de Marennes, tout au fond, se trouve un recoin qui surtout me séduit, un très vieux mur contre lequel poussent des amandiers et des grenadiers fleuris, avec un large portail ouvrant sur la campagne. De là, on voit passer des femmes, portant la coiffe carrée du pays, des saulniers, conduisant des petits ânes qui trottinent. Au loin, ce sont des villages tout blancs de chaux, comme des villages arabes, des moulins à vent qui tournent, puis à l'horizon la mer. On sent encore cette poésie tranquille, ce charme à part de l'île d'Oléron toute voisine. Je n'ai jamais assez de temps pour écrire, et je regrette d'avoir donné dans ce journal une si grande place à mon dernier voyage en Algérie, dont le souvenir me laissera plus tard indifférent, quand il m'est souvent impossible de noter une foule de choses qui me frappent ou m'émeuvent bien davantage. En rade de Boyarville, mercredi 14 juillet. Les navires de l'escadre sont pavoisés et tirent leurs valves de fête. Les matelots en permission se répandent dans les villages de la côte, et les mousses dansent des rondes folles sur les plages. Seul, je prends la route de Saint-Pierre-d'Oléron, où dorment mes ancêtres huguenots. Tout au long du chemin, les marais salants étincellent au beau soleil de juillet, et les alouettes joyeuses chantent dans le ciel bleu. Saint-Pierre, avec ses petites maisons blanches, ses petites rues solitaires bordées de gazons de mahon à fleurs roses, semble dormir sous l'ardente chaleur. Je retrouve mon chemin, je suis étonnée de tout me rappeler après 20 ans, et d'arriver droit à la maison qui fut jadis la nôtre. Note. La maison des aïeuls, au féminin, rachetée plus tard par Pierre Loti, dans le jardin de laquelle il voudra être enterré. La maison des Renaudin avait été vendue en 1834 à mademoiselle Regelsperger, puis en 1854 au pasteur Masson, dont le gendre, le pasteur Dubois, la vendra à Loti en 1899. Reprise. Droit à la maison qui fut jadis la nôtre et que je n'avais pas osé revoir depuis qu'il nous a fallu la vendre. Je frappe avec un peu d'hésitation au grand portail vert, et le propriétaire actuel, monsieur le pasteur Masson, vient m'ouvrir. Il m'embrasse et m'appelle son cher fils. Mais en traversant la cour plantée de tilleuls, j'éprouve l'impression singulièrement pénible d'entrer comme un étranger dans cette antique demeure familiale, et j'écourte ma visite. Je rends ensuite visite chez les tantes Lieutier, parentes âgées dont je m'étais longtemps tenue éloignée, je ne sais pourquoi. Là, c'est la Pelletier qui me reçoit. La vieille fidèle servante me reconnaît encore et crie d'une voix troublée.
Mademoiselle Clara, mademoiselle Célina, monsieur Julien vous demande. Mes tantes arrivent tout émues. Elles me font asseoir dans leur cuisine sous prétexte qu'il y fait moins chaud. Une ancienne voile de canot, d'une propreté réjouissante, sert de nappe à une grande table sur laquelle on me sert des cerises, des prunes et du gros pain frais. Clara et Célina me posent une foule de questions saugrenues, comme des pauvres vieilles filles retirées du monde qu'elles sont, et me témoignent tant d'affection que j'en suis touchée. Je reste avec elles une grande heure, sans ennui. Dans ce modeste intérieur, si propre, si honnête, tout a ce charme particulier à l'île, que je ressentais déjà lorsque j'étais enfant, mais qu'il faudrait tant de mots et tant de pages pour essayer d'exprimer. De retour à bord de Friedland à 6 heures. On fête le 14 juillet, le champagne circule au carré. Drôle de contraste avec mes impressions de Saint-Pierre. Le soir, redescendu à terre. Tous les matelots de l'escadre et tous ceux de l'école de Boyarville mènent un tapage invraisemblable, promenant des lanternes par les chemins, jouant du mirliton, du tambour ou frappant sur des casseroles. Un café-concert est venu pour la circonstance s'établir dans une grange. À 11 heures, c'est plein. Les deux malheureuses chanteuses sont obligées de quitter l'estrade et de laisser la place au terrible bamboula des marins que les musiciens doivent de force accompagner. Des officiers sont là aussi, les plus jeunes à vrai dire, et les plus aimés des équipages. Vers minuit, une nouvelle bande fait irruption avec 2 grosses caisses dans le local déjà trop petit. Ils portent à la main de jeunes peupliers qui bordaient les routes, arrachés sans merci. Mais le plus comique, c'est que tous les arrivants ont sur la tête de grandes coiffes blanches volées aux bonnes femmes d'Oléron. Ils chavirent les tables, les verres et les chopes. De l'intrusion de cette bande inattendue résulte une mêlée générale. Mais on ne s'en veut pas longtemps entre amis, et la bataille se termine par un quadrille échevelé auquel nous prenons tous part. Au dehors éclate un orage épouvantable et nous rentrons à bord sous une pluie diluvienne. Samedi 17 juillet. À 10 heures du matin, l'escadre quitte la rade de Boyarville pour aller mouiller en rade de La Rochelle. Un homme à la mer pendant la route, un second maître de manœuvre. Mouiller en rade de La Rochelle à 11h30. Dimanche 18, à terre à La Rochelle à 11 heures, errer par les rues jusqu'à 2 heures sous un soleil terrible, retrouver mon ancien camarade d'Océanie, de La Roche-Saint-André, note, la famille de La Roche-Saint-André compte un Rochefortais, capitaine de vaisseau, qui présida en 1816 la commission d'enquête sur la Méduse, reprise, de La Roche-Saint-André, devenu propriétaire et père de famille. À 2 heures, pris le train de Rochefort, j'arrive à la maison vers 4 heures, passer une dernière soirée avec mes pauvres bonnes vieilles qui commençaient à désespérer de me voir arriver. Elles avaient préparé un petit dîner fin pour me recevoir. Après dîner, je les emmène faire une dernière promenade au jardin public, et puis elles viennent tristement me conduire à la gare, au train de 9 heures. Moi aussi j'ai le cœur un peu serré de leur dire adieu. Je les ai trouvées vieillies et fatiguées. C'est surtout maintenant qu'elles peuvent se reposer, qu'elles s'aperçoivent de leur fatigue passée. À 11 heures, trouver le canot du Friedland dans le bassin de La Rochelle, tour de l'horloge, note, la grosse horloge du XIVe siècle qui faisait communiquer le port et la ville fortifiée et devant laquelle trône depuis 1869 la statue de l'amiral du Perret. Reprise, arrivée à bord à minuit, par temps splendide et clair de lune. Lundi 19 juillet, après déjeuner, l'escadre appareille pour faire route vers la Bretagne. Beau temps calme, nous pensions partir pour Quiberon, mais la route suivie semble indiquer que les ordres sont changés et que nous allons directement à Brest. Mardi 20 juillet, en mer, beau temps, déjà voilé de vapeur grise, à l'approche de la Bretagne. À 6 heures du matin, doubler la pointe de Penmarche, des bancs de brume sur l'horizon. À l'heure, donnée dans la passe des Toulinguets, entre les roches, entrée en rade de Brest, mouillage à 2 heures. La soirée passée à débrouiller ma permission pour Rosporden.
Mercredi 21. Permission de 4 jours obtenue non sans peine. Il a fallu aller intriguer à bord de l'amiral. Complications habituelles avec les gardiens de port et la douane. À 1 heure malgré tout, je suis au chemin de fer avec ma malle. En route pour Rosporden, le temps se couvre et la pluie tombe. Mercredi 21 juillet. Note. Sur son séjour de Rosporden, voir aussi la lettre à Jousselin ci-dessous et mon frère Yves, où le séjour est post-daté le 19 mai 1883. Reprise, mercredi 21 juillet. Pluie tout le long du chemin sur les campagnes bretonnes. Les gens ramassent les foins dans les vallées ombreuses. Le temps me dure de revoir mon cher frère. Mon cœur bat un peu en approchant. De Quimper à Rosporden, 20 minutes à traverser les bois, qui me semblent bien longues. Le regard fixé en avant, cherchant le clocher de Rosporden dans l'horizon vert. Le beau temps est revenu avec le ciel bleu pâle de la Bretagne. Rosporden. Le train s'arrête. Voilà, à la barrière, mon cher frère qui me regarde. Il a laissé pousser sa moustache qui change sa figure. Il a son chapeau en casque qu'il s'est acheté l'an dernier pour être pareil à moi. Je le serre dans mes bras et l'embrasse. Petit Julien est près de lui. Qu'il est beau, le petit Julien, et frais et fort. Nous partons ensemble, traversant Rosporden, où les bonnes gens me connaissent et sortent au pont. Petit Julien, que nous tenons par la main, marche comme un homme. Il n'avait encore rien dit, un peu saisi de me voir. Le train repartait dans un nuage de vapeur. La fumée, beaucoup la fumée, me dit-il en levant sa petite figure ronde et me regardant déjà comme quelqu'un d'ami à qui on fait part de ses réflexions. Petite voix que je n'avais encore entendue. Il parle très bien pour un bébé de 2 ans. Voici la place du Bouloir et la maison de pierre, riante et gaie, toute neuve, toute blanche, avec ses entourages de fenêtres en granit breton, ses auvents verts, son grenier à la lucarne, et derrière un horizon de collines boisées. Nous entrons. En bas, dans la cuisine, à grande cheminée, la femme de Pierre, Marianne, nous attend. Et l'autre petite, Marianne, le bébé nouveau, est là aussi qui dort, bercé par la petite nièce orpheline, Charlotte Penn-Mélène, qui a mis en mon honneur son grand coiffy et sa grande collerette. Nous montons, Pierre a hâte de me faire voir le haut, leur chambre blanche, propre, avec ses rideaux de mousseline et ses meubles de cerisier verni. Puis, me prenant par le bras, Pierre ouvre une autre petite porte à côté. À présent, frère, voilà votre chambre. Et il me regarde, anxieux de l'effet produit, après tant de mal qu'ils se sont donnés pour que je la trouve à mon goût. J'entre, touché et ému. Elle est toute blanche, ma chambre, et pleine d'un parfum délicieux. Il y a des fleurs partout qu'on est allé chercher très loin pour moi. Des touffes de réséda dans les vases sur la cheminée, et de gros paquets de pois de senteur. Ils n'ont pas pu se décider à me mettre des vieux meubles, des vieilleries bretonnes, et ils s'en excusent, n'en ayant pas trouvé de jolis, de propres. On est allé à Quimper m'acheter un lit en cerisier verni comme le leur, bois clair et rose d'une couleur gaie, et les tables et les chaises sont pareilles. Les plus petits détails sont arrangés avec amour et aussi avec naïveté. Il y a des nattes par terre sur le plancher bien blanc, blanc comme à bord, dit Pierre, qu'il a frotté et blanchi lui-même. Sur les murs, blancs aussi, des dessins de moi, dans des cadres dorés, et la photographie du clocher de Cresquer de Saint-Paul-de-Léon que je lui ai donné. J'éprouve une émotion dont le souvenir me restera toute la vie en entrant là. C'était son rêve à Pierre, que j'ai ma chambre chez lui, et c'était mon rêve aussi. Le dîner est gai, sur une nappe blanche, nous deux, Pierre et moi, en tête-à-tête. Marianne, tout le temps, veut se borner au rôle de nous servir. Et tout se passe avec beaucoup de décorum et d'étiquette, les bébés gardés en bas. Pierre, mon bon Pierre est drôle et s'intimide tout à coup dans son rôle de maître de maison. Tous leurs rêves sont accomplis. Ils sont tous deux en pleine joie de sa nomination, de son congé, de leur maison bâtie, et heureux de me devoir tout cela. À ce dîner, je mange pour leur faire plaisir, mais j'ai la tête ailleurs. Je ne sais quel sentiment inexprimable,
Quelle joie douce, profonde, mêlée de mélancolie j'éprouve ce soir dans la maison de Pierre, en présence de ces rêves accomplis qui sont pour eux le dernier mot des bonheurs de la terre. Et je regarde par la fenêtre un gai rayon de soleil du soir qui passe entre deux grains d'orage, dorant les lointains des bois et la flèche antique de l'église. Après dîner, la nuit venue, nous nous promenons, Pierre et moi, dans un sentier des bois. Nous avons tant de choses à nous dire que nous ne prenons pas garde à un grain qui arrive. Nous laissons passer l'averse, tapis contre un chêne. Et Pierre vient me reconduire dans ma petite chambre, enlève les fleurs qui pourraient me faire mal, surveille les derniers détails et m'embrasse. Et puis je m'endors paisible et heureux sous son toit. Rosporden, 22 juillet. Italique. A. L. Jousselin. Mon cher ami, vous m'avez prié de vous écrire des choses capables de vous décaliniser. Note. Allusion à la jeune polonaise Kalina. Voir ci-dessus lettre du 12 juin 1880. Je suis dans mon logis breton, préparé avec amour pour mon arrivée par Pierre et rempli de fleurs. Il fait un beau soleil de juillet. Par ma fenêtre ouverte, par-dessus le portail campagnard, j'ai vu sur une place de village où circulent des Bretonnes, en grandes collerettes blanches, des Bretons en veste à paillettes. Le vieux clocher de granit de Rosporden dresse sa flèche antique, des bois au loin, et puis des bruits campagnards que j'aime. À côté de moi, il y a mon filleul, qui tire mon papier et fait le diable, un gros bébé bronzé, beau à peindre ou à sculpter, que je regarde un peu comme mon fils, et qui sera peut-être tout à fait mon fils plus tard. Je n'ai jamais été dans de meilleures dispositions pour vous dire, en toute sûreté, en toute lucidité ceci. Il y a dans la vie des heures douces, tranquilles, honnêtes, capables de réparer tous les détraquements du monde. Rien de plus dangereux, de plus malsain que ces existences nerveuses et factices, que ces créatures comme la Kalina et ses pareils. Mariez-vous, soyez honnêtes et heureux, dans une vie régulière et normale. Je vous souhaite cela de tout mon cœur et vous embrasse de même. Julien Viau. Les bonnes odeurs de foin et d'étable qui m'arrivent par ma fenêtre, avec un refrain breton chanté par une jeune fille, en grande collerette blanche. Écrivez-moi ici si vous voulez. J'y suis encore pour 3 jours. Chez Pierre, au bouloir en Melkven, Rosporden, Finistère. Cher bien-aimé frère, note. Feuillet non daté, sont-ils de cette année 1880 ou de 1879, ou bien Loti les a-t-il insérés ici au moment où il préparait mon frère Yves? La fin de la lettre montre que Loti et Pierre sont à bord d'un navire et non à Rosporden. L'épisode se trouve au chapitre X de mon frère Yves à bord de la Sève. Donc, extrait de lettre. Cher bien-aimé frère, veux-tu encore une fois que tout ce que nous avons dit hier matin dans ma chambre soit oublié? J'ai été assez malheureux, je t'assure. Si je t'ai trop grondé, pardonne-moi. Je te promets de ne plus le faire. Si la même chose t'arrivait encore, j'aurais l'air de ne pas m'en apercevoir, et je ne te dirai plus rien. Personne que moi n'a su ce que tu avais fait. Tu es toujours l'homme le mieux vu des officiers, l'homme de confiance du commandant, qui m'a encore parlé de toi, et qui veut te demander avec moi sur son prochain bâtiment. Tu sais que, quoi que tu fasses, quoi que tu deviennes, je ne pourrai jamais t'abandonner. Toi, ne m'abandonne pas non plus. Tu ne sais pas toutes les peines que j'ai. Je ne te les dis pas. Tu es mon seul ami au monde. Rappelle-toi que nous nous sommes promis d'être frères, à la vie, à la mort. Que tout ce que nous avons dit et fait depuis le 1er janvier soit oublié. Soyons comme avant, je t'en supplie. Mon bon frère, essaie encore de dominer ce défaut que tu as quelquefois et qui perdra ta santé, ton avenir et celui de ton petit enfant. Tu sais que tu avais pris une grande résolution il y a quelques mois et que tu avais bien réussi jusqu'à ces jours derniers. Essaye encore, mon bon frère, tu as bon cœur, tu ne refuseras pas. Je pleure en t'écrivant, je te demande cela au nom de ta vieille mère, au nom du petit Julien. Écris seulement oui au bas de ce papier que tu laisseras sur cette table. Et puis tu remonteras sur le pont et je serai bien heureux. Ton frère pour la vie, Julien. Oui,
Pierre. Jeudi 22 juillet. Un beau soleil clair, en m'éveillant, j'entends en bas la voix du petit Julien racontant des histoires, et la voix adoucie de Pierre qui parle tout bas pour ne pas troubler mon sommeil. Des bruits campagnards, des conversations de poules. Je me mets un peu en toilette et puis j'ouvre ma fenêtre toute grande et je vois Pierre avec son fils assis devant la porte au petit portail vert. Pierre me regarde avec son bon sourire, me montrant du doigt au petit Julien. Il dit: vous avez l'air d'un vrai Parisien comme vous êtes habillé. Dans la cuisine en bas, sur la terre bien propre et bien balayée, il y a une table avec une serviette blanche sur laquelle on m'a préparé un déjeuner campagnard, du pain noir, du beurre frais et du lait exquis que Pierre a fait choisir pour moi. C'est la grande foire de Rosporden aujourd'hui justement. Sur la place du Bouloir, devant la maison de Pierre, se tient le marché des chevaux que les gars du village essaient et font courir. Les rues sont encombrées de paysans, de bestiaux, de marchands ambulants, de chanteurs de complaintes, d'estropiés mendiants, de femmes en grande coiffe et en grande collerette blanche, de jeunes filles au corsage à paillettes d'argent, de toutes sortes de types bretons, de toutes sortes de costumes des villages d'alentour. Et le cidre circule au gai soleil, et les bavardages et les rires et les querelles vont grand train, et la vieille langue celtique qui se meurt sort encore de toutes les bouches bien réveillées aujourd'hui, emplissant l'air de ses syllabes dures et faisant grand tapage. Au milieu de tout cela, nous nous promenons, Pierre et moi, tout le jour, nous amusant gaiement, on nous regarde. De temps en temps, nous revenons à la maison, nous asseoir chez nous, et puis encore nous retournons à la foire. Jamais je n'ai vu à Pierre une si bonne figure heureuse. La joie déborde de son cœur. Il est 5 heures du soir. Nous sommes assis, Pierre et moi, sur un antique banc de chêne poli par les années, dans la chaumière des vieux Ledeuf. Elle est plus que jamais enterrée au bord du sentier breton, dans le creux profond du chemin, la pauvre chaumière à la mode des âges passés. Elle est maintenant triste et abandonnée. Elle est déserte ce soir. La table de chêne massive, où je revois en rêve ce dîner si gai et si bruyant du baptême, Isabelle avec son beau devanteau de moire blanc, la sage-femme sorcière, les mendiantes disant au nouveau-né sa bonne aventure, et les dragées jetés aux enfants du chemin, toutes ces scènes vivantes et ensoleillées d'un mois de juin qui ne reviendra plus. Ce soir elle est déserte, et la chaumière aussi est vide et abandonnée. Les enfants ont pris leur vol. Isabelle, qui est mariée, habite au milieu du village une maison plus confortable. Pierre et sa femme ont fait bâtir la leur et ont déserté aussi. Le grand-père est encore au champ, à son travail, et la vieille grand-mère est la seule, qui berce le petit Julien qu'on lui a confié. Il fait déjà presque nuit. Attends, t'es là, maman? T'es là, maman? Ah, merde. Il fait déjà presque nuit dans cette chaumière. Un peu de jour entre par la porte à travers la feuillée épaisse des chênes. Une clarté verdâtre descend aussi par la cheminée. L'unique petite ouverture percée dans la muraille massive est obstruée maintenant par de la terre et des fougères, qui, par transparence, sont d'un vert admirable. Tout est sombre à l'intérieur. On distingue vaguement les vieilles poutres biscornues qui soutiennent le chaume du toit, et dans les coins noirs, les vieux lits à cabinet, les vieux bahuts, toutes choses d'autrefois pauvres et primitives. De vieux chapelets sont pendus aux pierres frustes, au granit des murs. Dans les coins perdus, dans l'ombre, on aperçoit les cosses ou bien bûches, de chêne amassées pour l'hiver, et de vieux ustensiles de ménage tout noircis et poudreux, qui ont des formes rudes et naïves. On sent que tout cela est abandonné, que c'est le passé qui s'en va, que les années depuis ont marché, que c'est la vieille Bretagne d'autrefois bientôt morte. Par la cheminée filtre la lumière, des tons verts tombent d'en haut sur les pierres de l'âtre. Un peu de jour entre aussi par la porte ouverte. On voit là, tout près, les branchages, le couvert épais des chênes, et le sentier breton, avec un rayon du soleil couchant à travers les chèvrefeuilles et les fougères. On se sent isolé et triste. Nous sommes silencieux, Pierre et moi, assis sur le grand banc de famille en chêne poli. Nous sommes rêveurs, dans la visite que nous sommes venus faire au logis des grands-parents. D'ailleurs, la bonne vieille ne parle que breton. De temps en temps, Pierre lui adresse la parole dans cette langue du passé. Elle répond, sourit,
l'air heureux de nous regarder, mais la conversation languit vite et le silence revient. Tristesse vague du soir, des bois bretons qui nous entourent, rêverie du passé dans cette chaumière abandonnée, dont les oiseaux sont partis, qui bientôt s'affaissera au bord du sentier breton, qui tombera en ruine comme ses vieux hôtes, et qu'on ne relèvera plus. Petit Julien est là, il l'affectionne cette chaumière, et sa vieille grand-mère, qui le gâte avec adoration. Il affectionne beaucoup, surtout, ce petit berceau de chêne d'un autre âge où on l'a mis quand il est né, et où je l'ai vu pour la première fois il y a 2 ans, gros bébé naissant, vivace et vigoureux. Il est plus long que son petit berceau maintenant, et s'en sert assis dedans comme d'une balançoire, en roulant tout autour de lui ses grands yeux noirs, si éveillés et si beaux. Et la vieille grand-mère est là, toute courbée près de lui, l'échine arrondie, sous sa grande collerette à fraises. Elle le berce avec une vieille chanson, et lui de temps en temps lance un éclat de rire. Boudoul, boudoul, chante la vieille. Boudoul, boudoul, en le berçant très fort. Boudoul, garmaïchen, garmaïchgu. Note, les mots de cette berceuse semblent de pures onomatopées. Chante, pauvre vieille, de ta voix cassée qui tremble, la berceuse antique qui vient de loin, dans la nuit des générations passées, et que tes petits-enfants ne sauront plus. Boudoul, boudoul, garmaïchen, garmaïchgu. On s'attend à voir par la grande cheminée, avec la lueur verdâtre qui tombe d'en haut, les corrigans descendre. Esprit malfaisant en Bretagne, fée ou nain. Au dehors, dans le sentier breton, le soleil dore légèrement les branches des chênes, les chèvrefeuilles et les fougères. Au-dedans, dans la chaumière isolée, c'est triste et noir. Boudoul, boudoul, gammaïchen, gammaïchu. Berce encore ton petit-fils, vieille grand-mère en fraise blanche. Bientôt ce sera fini des vieilles choses bretonnes et des vieux bretons. Et toi, petit Julien, fais ta prière du soir. Et petit Julien répète mot pour mot tout doucement tout ce que sa grand-mère sait de français. Mon Dieu, ma bonne Sainte Vierge, ma bonne Sainte Anne, je vous prie pour mon père, pour ma mère, pour mon parrain, pour mes grands-parents, pour ma petite sœur Marianne, pour mon oncle François qui est à bord de la Cornélie, ajoute Pierre d'une voix grave, et plus recueilli encore, pour ma grand-mère de Plounès, et il a presque des larmes dans la voix, à ce souvenir poignant qui lui vient tout à coup de sa vieille mère, de sa chaumière à lui, du village de Plounès que son fils ne connaît pas, que lui ne verra peut-être plus. Ainsi sont les enfants du peuple, ainsi sont les pauvres marins, séparés par les lois de leur existence de parents chéris, qui savent à peine leur écrire, et qu'ensuite ils ne revoient plus. Et je regarde Pierre, et comme nous nous comprenons sans nous parler, nous nous serrons la main tout doucement sur le vieux banc de chêne. Aujourd'hui nous voilà heureux, tous nos rêves accomplis, beaucoup de sombres choses éloignées et vaincues. Et pourtant, et après, nous voici tout à coup plongés dans je ne sais quelle rêverie de passé et d'avenir, mélancolie étrange. Et après, Boudoul, boudoul, garmaïchen, garmaïchgu, chante la vieille, l'échine courbée sous sa fraise blanche. Et après, petit Julien seul est en train de rire en remuant sa petite tête vive et bronzée et vigoureuse, la gaieté et la flamme dans ses grands yeux noirs. Et après, tout est sombre dans la chaumière abandonnée, tout est mystérieux et parle du passé. La nuit va descendre autour de nous sur les grands bois. Et après, petit Julien grandira, courra les mers, et nous, mon frère chéri, nous passerons, et tout ce que nous avons aimé avec nous, nos vieilles mères d'abord, puis tout et nous-mêmes, les vieilles mères des chaumières bretonnes comme celles des villes, et la vieille Bretagne aussi et toutes les choses de ce monde. Boudoul, boudoul, la nuit tombe, et une tristesse inexpliquée, profonde, nous prend le cœur. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes heureux.
Nous sortons, Pierre et moi, laissant petit Julien à sa grand-mère. Nous nous en allons par le sentier breton, sous la voûte des chênes et des chèvrefeuilles, entendant de loin, dans le calme du soir, le bruit du berceau antique qui se balance et Boudole, Boudole, gar maïchdu et l'éclat de rire frais du petit Julien, qui nous arrive sous le couvert des arbres. Dehors, il fait encore grand jour, le soleil très bas dore la campagne tranquille. Allons jusqu'à la chapelle de Saint-Éloi, dit Pierre. Elle est là-haut, perchée sur la colline, la vieille chapelle de Saint-Éloi, bien antique, rongée de lichens, fermée et mystérieuse dans le bois, au milieu d'un tout petit préau. De là-haut, on domine les horizons boisés du pays breton. Elle ne s'ouvre qu'une fois l'an, la chapelle de Saint-Éloi, pour le pardon des chevaux, qui, en Bretagne, vont à la messe. C'était tout dernièrement ce pardon, dans les derniers jours de juin, et la mousse du préau est encore toute piétinée par les sabots des bêtes qui y sont venues. C'est pour cela que, dans les sentiers qui y mènent, parmi les fouillis de hautes herbes, de fougères et de digitales roses, il y a de vieilles bornes en chêne marquées d'un fer à cheval et creusées en troncs dans lesquels les chevaux, en passant, déposent leur offrande à Saint-Éloi. Ce soir, c'est une tranquillité étrange dans le préau de cette chapelle. On serait disposé à rester là pour attendre la fin dernière de toute chose. Il semble que c'est aussi le soir de notre vie, et que nous n'avons plus qu'à nous reposer, là, du repos éternel, à nous éteindre doucement, en regardant la nuit descendre sur les campagnes bretonnes. C'est égal, dit Pierre très songeur. Je crois bien que c'est quelque part par là-bas. Par là-bas signifie Clounès, que je m'en retournerai quand je serai devenu vieux, pour qu'on m'enterre au pays, près de la chapelle de Kergrist. Oui, bien sûr que je m'en irai par là-bas, mourir. C'est singulier pourtant de se dire que nous avons 30 ans à peine, que devant nous la vie sera peut-être longue encore, et qu'il y aura des voyages, des dangers, des angoisses, des enivrements, de l'amour, du soleil, des scènes et des luttes. Nous en sommes si fatigués de tout cela, et nous serions si bien dans ce préau pour nous éteindre tout doucement, et nous confondre, nous absorber dans cette nature qui s'endort. Au moins, vous savez bien, frère, dit Pierre, que je suis changé maintenant, et que c'est fini mon défaut d'autrefois. Note de la lectrice, le défaut d'autrefois est sans doute une forme d'alcoolisme épisodique. Fin de remarque. Et je réponds, peut-être. Et lui, Pierre, est triste et s'étonne parce que je doute de lui. Après dîner, nous allons faire tous deux notre longue promenade du soir dans les bois de la route de Concarneau. Nous parlons de revenants, éternité, superstition bretonne. C'est toujours notre conversation dans les bois le soir. Il est bien superstitieux, mon frère incrédule. Il me raconte une histoire de son enfance, une fois qu'il passait la nuit près de la chapelle de Kergrist. L'Angélus sonne là-bas, à Rosporden. Et croyez-vous, dit-il, que je voudrais aller sonner l'Angélus? Non, sûr que je n'entrerai pas dans l'église la nuit, et pour rien au monde encore. Vendredi 23. Dans la maison de Pierre, les planchers sont tout blancs comme à bord. C'est lui qui les a blanchis avec tant de soin, et il se déchausse en montant pour ne pas salir ses escaliers. Tout est gentil, propre, riant et honnête dans cette petite case. Même le grenier à lucarne, où sont rangées les pommes de terre et les cosses de bois pour l'hiver prochain. Même le petit vestibule de l'escalier, où on pend, comme un ex-voto, le bateau en miniature fait par Pierre à bord de la Moselle. Et les têtes en coco de Calédonie que j'ai apportées et que toutes les bonnes gens du quartier sont venus visiter. Et une figurine d'avant de canot sculptée par Materon. Je me souviens que j'étais tout seul un moment dans la chambre de Pierre, avec petit Julien qui dormait dans son berceau.
Petit Julien s'éveilla et me regardant dit tout bas avec une petite voix encore craintive: « Parrain, donne-moi à boire. » Quand petit Julien descend les escaliers, il se fait à lui-même toutes sortes de recommandations. « Prends bien garde à pas tomber, va doucement mon petit Julien. » Un temps radieux et splendide aujourd'hui. Nous passerons, Pierre et moi, la journée dans les bois, dans nos bois de la route de Concarneau toujours. Nous mangeons des luses et nous nous asseyons de temps en temps sur la mousse sous les chênes. Il fait chaud. Toutes les bruyères, les digitales roses sont fleuries. Les papillons volent, les mouches bourdonnent. Vers 2 heures, nous sommes arrivés à la chapelle de Bonne Nouvelle. Encore une de ces mystérieuses chapelles de Bretagne, toujours isolée au milieu des bois, ne s'ouvrant qu'une fois l'an pour un grand pardon, où l'on se rend de tous les villages d'alentour. Elle est plus grande que celle de Saint-Éloi, cette chapelle de Bonne Nouvelle, et toujours du même granit rongé de lichen. Autour, il y a un très grand préau, planté de chênes séculaires. Ce lieu a un grand charme d'autrefois. Nous nous asseyons sur la mousse, dans le préau solitaire, et nous y restons longtemps. À nous voir ainsi tous deux, tranquillement assis dans les bois bretons, au calme des beaux jours de l'été, causant comme deux frères de choses graves et sérieuses, on n'imaginerait pas quels jeunes hommes nous avons été, ni quelle vie nous avons menée, ni quelle scène terrible entre nous deux autrefois, au premier moment où nos deux existences si différentes se sont heurtées et accrochées l'une à l'autre. Voici deux femmes qui arrivent, une vieille et une jeune fille, toutes deux en grande collerette blanche. La vieille tire une grosse clé de sa poche et ouvre la porte de la chapelle antique. Elles se mettent à épousseter les vieux saints et les vieilles saintes et à balayer les dalles pleines de salpêtre et de poussière. C'est que le pardon de Bonne Nouvelle aura lieu bientôt. Et ce pardon est un des plus grands dans ce coin de Bretagne. Nous regardons dans le vieux sanctuaire par la porte ouverte. Les pierres sont verdies par l'humidité et la mousse. Les saints et les saintes ont des figures primitives. Mais ce qui tout à coup attire nos yeux, c'est une tête de mort qu'on a posée au pied d'une sainte vierge. Une tête trouvée, paraît-il, dans la terre du préau, verdie elle aussi, et le crâne crevé. Elle nous regarde du fond de la chapelle avec ses deux trous noirs. Et puis, je me souviens d'une autre halte que nous avons faite le même soir, avant de rentrer. Le soleil déjà bas, dans un bois de pin entouré d'un petit mur de pierre grise, et tout tapissé par terre d'un lichen rare, très haut et fin comme les cheveux d'un vieillard. Un lieu triste et abandonné, d'où la vue planait sur des échappées de pays sauvages. Après le souper et la promenade du soir, nous allons chercher Isabelle et son mari Yves Kerluzec pour jouer à la vieille fille, note, jeu de cartes, aussi appelé vieux garçon. Il s'agit de faire des paires. Une seule carte, dame de pique ou valet de trèfle, ne peut être appariée. C'est la vieille fille ou le vieux garçon. Reprise. Pour jouer à la vieille fille. Petit Julien fait tapage et ne veut pas se coucher. Et puis, vers 10 heures, nous retraversons Rosporden au clair de lune pour reconduire Isabelle et Yves chez eux. Samedi 24 juillet. C'est le jour du départ. Je fais ma malle dès le matin. J'emporte des gerbes de bruyère rose, de digital, de chèvrefeuille, de fougère et toutes les fleurs d'arrivée qu'on m'avait mises dans les vases de ma chambre. Après déjeuner, Pierre s'imagine de changer sa coupe de barbe et de la porter à la Yankee, comme du temps où il faisait le forban sur le Lamotte-Piquet. C'est moi qui suis chargée de le raser. Ensuite, nous allons nous promener une dernière fois ensemble sur la route de Banalec. Le temps est incertain, avec quelques gouttes de pluie. Dîner à 4 heures.
Nous passons chez Isabelle et Yves en nous rendant à la guerre pour boire le coup du départ, comme c'est l'usage du pays. À 5 heures, j'embrasse Pierre et le petit Julien et monte en wagon pour Brest. Un matelot qui est dans le train m'annonce que l'escadre n'y est plus. Elle est partie avant-hier. Quel ennui! Où vais-je aller coucher? Je n'ai presque plus d'argent. 1 heure d'arrêt à Landerneau, entre 9 et 10 heures du soir. J'ai très grand faim et je vais m'asseoir au bord d'un sentier pour manger toutes les provisions que Pierre a fourrées malgré moi dans mon sac de voyage. C'est une nuit tiède et calme de juillet, avec des senteurs de foin, de chèvrefeuille et des chants de grillons. J'ai le cœur serré d'avoir quitté Pierre. Qui sait maintenant quand nous nous retrouverons et quand je reviendrai dans cette petite chambre de Rosporden? Il y a dans l'air de cette nuit ce je ne sais quoi des étés bretons, ce je ne sais quoi de mélancolique, d'indéfinissable. Quelque chose où se mêlent les digitales roses, les hautes herbes humides, le charme délicieux des beaux jours qui sont plus rares dans ce pays et passent plus vite qu'ailleurs, et puis le charme de 1000 souvenirs à moi enchevêtrés à tout cela. Et la mer brumeuse, note, l'expression est empruntée à la culture classique de Loti, Homère, Hésiode, etc. Reprise. Et la mer brumeuse, qu'on sent là tout près, et qui jette sur toute chose sa tristesse. À 11 heures, j'arrive à Brest, couché à l'hôtel. Dimanche 25 juillet. À 7 heures du matin, départ pour Cherbourg, rouler tout le jour en train omnibus à travers la Normandie, arrivé à Cherbourg à 10 heures du soir, couché à l'hôtel du Nord. Friedland, Cherbourg, 26 juillet. À Pierre, en italique. Mon bon frère. Je suis arrivé ce matin à bord après avoir fait un voyage bien long et bien ennuyeux. J'ai couché samedi soir à Brest et j'en suis reparti le dimanche matin à 7 heures pour Cherbourg, où je suis arrivé à 11 heures du soir. En passant par Guingamp, j'ai regardé le petit café près de la gare où nous nous étions arrêtés ensemble en revenant de notre voyage à Plounès. Et j'ai reconnu à la barrière du chemin de fer les coiffures des femmes de ton pays. En arrivant à Cherbourg, je suis allé me coucher à notre ancien hôtel du Nord. Et puis ce matin, je suis allé au Béton, note, nom donné, dans l'Arsenal, au quai, face aux bastions 9 et 10, au niveau de l'avant-port de Chantrelles. Appellation sans doute due au fait qu'à l'origine, il était le lieu de chargement du béton utilisé pour la construction des digues et des forts. Plus tard, ce quai devint le lieu d'embarquement pour se rendre en rade afin d'approvisionner les forts et leurs troupes. Ces canaux du béton étaient aussi appelés canaux de la poste aux choux. Reprise. Et puis ce matin, je suis allé au béton, où j'ai trouvé par hasard la chaloupe du Friedland qui partait et qui m'a ramené à bord par une pluie affreuse. Le commandant m'a très bien reçu et m'a dit que j'étais tout à fait dans mon droit. Il y avait d'ailleurs une quantité de marins de l'escadre qui étaient dans le même cas que moi. Ce qu'il y a de plus malheureux dans tout cela, c'est donc la dépense inutile que j'étais obligé de faire, et encore je t'assure, frère, que j'ai été bien à l'économie tout au long de la route, car je suis arrivé à bord avec 6 francs de reste sur l'argent que tu m'avais donné à mon départ. Les pauvres petites fleurs que tu avais mises dans ma malle étaient bien fanées comme tu penses, et pourtant, en les triant, j'ai encore pu en faire un bouquet, que je soignerai le plus longtemps possible, et que j'aime parce qu'il me rappelle ma chambre de Rosporden. J'ai dit à mon domestique de défaire ma malle, sans couper la corde, comme tu me l'avais recommandé, et il a passé au moins 20 minutes à la dénouer, en jurant comme un pendu. En arrivant à bord, j'ai trouvé la lettre que tu m'avais envoyée à Quiberon, avec les belles écritures et les beaux gris-gris de l'adresse. Et ce soir, j'ai reçu la bonne petite lettre que tu m'as écrite samedi, en rentrant de me conduire à la gare. Moi aussi, mon frère chéri, je suis parti le cœur bien triste. J'avais envie de pleurer et je suis resté une demi-heure avec la tête à la portière, la figure tournée pour que les gens qui étaient avec moi dans le wagon ne puissent pas me voir. Cela a passé si vite ces 4 jours
qu'il me semble que nous nous sommes à peine vus. Nous avons à peine eu le temps de causer. Et quand je pense que, de bien longtemps peut-être, nous ne pourrons pas être réunis encore à Rosporden, cela me serre le cœur. Cher petit frère, il me semble que je t'aime encore plus qu'autrefois. Et pourtant, je croyais que cela n'était pas possible. Mais avant, vois-tu, j'avais beau faire, il y avait encore des moments où je me rappelais les mauvais jours passés, les jours où tu faisais ta tête de goéland, où tu étais si dur pour moi et où je te croyais perdu. À présent, tout cela est oublié comme de mauvais rêves que j'aurais fait la nuit et qui seraient partis avec le jour. Je t'aime de tout mon cœur sans arrière-pensée comme un bon frère que tu es pour moi maintenant. Et c'est bien la dernière fois que je te parle de tout cela. Je ne puis te dire combien je suis heureux de voir comment tu es devenu maintenant. Je ne puis te dire comme je me suis trouvé heureux chez toi, dans ma petite chambre. Je ne puis te dire, frère, combien je t'aime. Cher petit frère, tous les marins du bord sont à courir à ces assemblées des environs de Cherbourg, auxquelles nous avions encore trouvé le moyen de nous amuser un peu ensemble l'année dernière, à rire des Normands. Cette année, je ne mettrai pas les pieds à terre, puisque je ne peux pas me promener avec toi. Mon seul plaisir sera de garder le bord, en me disant que je fais des économies qui nous serviront à tous les deux. J'ai aussi à travailler à mon nouveau livre, qui est bientôt fini et qui t'intéresse, car, pour sûr, tu te reconnaîtras un peu dans le spahis. Aussitôt arrivé ce matin, j'ai écrit au ministère pour demander qu'on te fasse lever pour Toulon. J'espère réussir, et je t'écrirai dès qu'on m'aura répondu. Rappelle-toi, frère, ce que je t'ai dit pour tes lettres. Tu peux m'envoyer tous les barbouillages que tu voudras, cela m'est bien égal. Adieu, mon frère chéri. Embrasse bien mon petit Julien pour moi et aussi la petite Marianne. Fais mes amitiés à ta femme et à tous tes parents de Rosporden. Je t'embrasse bien des fois de tout mon cœur. Ton frère Julien. J'ai ri tout seul, frère, en lisant quelque chose écrit de ta plus belle écriture sur la couverture d'un vieux cahier à toi qui emballait mes fleurs. Guillemets. Monsieur Julien Lecor à Rosporden, pays des loups, près des sangliers, tout le monde fou dans le pays, et Madame Lecor aussi. Fermez des guillemets. Tu seras certainement très attrapé que je sois tombé là-dessus. Lundi 26. À 7 heures du matin, rentré à bord du Friedland par la pluie. Quart de midi à 4 heures. Mardi 27. Tir au polygone de Kerqueville. La journée passée dans la campagne, à garder les 60 hommes de mon peloton de la compagnie de débarquement, allongés dans l'herbe. Beau temps. Retour à bord à 7 heures du soir. Mercredi 28 juillet, Cherbourg. Grand branle-bas de combat qui dure de 11 heures du matin à 5 heures du soir. Toute la mâture en bas. Et le temps toujours gris et triste. Une lettre en italique. Chère Marie, note. À Marie Roberti, datée du 1er août 1880. J'ai reçu hier la lettre que vous m'aviez adressée à Brest. Le fait est que j'ai été fort paresseux avec vous ces derniers temps. Je vous renouvelle mes excuses puisque vous me grondez. Une vie de polichinelle, avez-vous dit, je crois. Quelles vilaines expressions vous avez là, et comme on sent bien que la littérature naturaliste de votre époque étend ses ravages dans les provinces les plus reculées. Sachez que j'ai travaillé au contraire. J'ai terminé un nouveau livre, et je vais le soumettre ces jours-ci à mon ami, monsieur Daudet, qui m'appelle avec tant de grâce une pourriture d'écrivain. Il est vrai qu'il dit une délicieuse pourriture, et délicieuse qu'on pense. Je trouve que vous me reprochez bien souvent une certaine aventure d'Algérie, dont j'ai eu le mauvais goût de vous informer. Apprenez pourtant que je suis un garçon très sage, et il a fallu que cette mauresque fût entourée d'une mise en scène très orientale pour parvenir à attirer mon attention. Ses collègues de France n'ont pas le même succès. J'en suis forcément entourée dans les milieux maritimes où je vis, et je passe au milieu d'elles, sans seulement y prendre garde, sans seulement les voir. Au surplus, je ne vous ferai plus de confidence à l'avenir, chère madame, puisque vous êtes si méchante. Soyez bien persuadée, chère Marie, que vous me connaissez fort peu,
et qu'il y a une foule d'aspects de moi-même que vous n'avez seulement jamais soupçonnés. Bien occupés, nous sommes en ce moment à préparer la revue du président de la République, des exercices d'infanterie à terre comme de vulgaires troupiers, et tout notre temps y passe. Je vous embrasse si vous permettez. Votre dévoué Lottie. Pauvre Polichinelle, cela le fatiguerait bien, allez, de mener une vie comme la mienne. Friedland, 28 juillet, Cherbourg. A. L. Jousselin. Mon cher ami, je vous avais promis de vous écrire la nuit dernière pendant mon quart de minuit à 4 heures. Mais la nuit était mauvaise, il ventait, et j'ai dû veiller sur le pont avec une série au stopper, etc. Note, manœuvre, qui met en œuvre le stopper, ou étrangloir, mécanisme qui retient le câble ou la chaîne d'ancre. Avec une série au stopper, etc. Tout l'appareil de coup de vent que vous savez. Vous me priez de vous repasser un peu d'enthousiasme si j'en ai sur moi. Vous savez pourtant que j'en ai rarement de reste, et je trouve votre demande fort indiscrète. De Rosporden, l'autre jour, je vous ai écrit des choses à peu près saines et honnêtes, et vous êtes bien capable de n'y avoir rien compris. Vous êtes assez détraqué pour cela avec votre câlinat de malheur, et ses cravates à francs-freluches, et ses étreintes nocturnes dans les escaliers. La pauvre dame au canapé que vous avez indignement blaguée, et traitée même, je crois, de punaise, dans la Vénus marmoréenne, pour sûr n'aurait pas osé en faire autant. Elle ne m'a jamais guetté la nuit dans les coins pour pleurer dans mon gilet. Ces quelques jours que je viens de passer auprès de mon frère Pierre m'ont fait un bien extrême. Je voudrais pouvoir vous en communiquer un peu de rafraîchissement et de courage. Je l'aime bien de tout mon cœur, mon pauvre frère Pierre. Il a tout à fait pris place à côté de moi dans la vie, une place qui jusqu'à présent était vide. Maintenant, je ne me trouve plus seul. Je crois à son affection sans réserve et sans limite, jusqu'à la mort et peut-être au-delà. Avec lui, je suis simple et cela me repose. Vous avez raison, il y a sur moi une foule de couches disparates, superposées par les circonstances, par les milieux, par le temps. Les gens qui m'entourent rencontrent l'une ou l'autre de ces couches artificielles, suivant ce qu'ils sont, suivant ce qu'ils m'inspirent. La couche profonde, peut être soupçonnée par vous, n'a été rencontrée que par ce frère simple. Il n'a pas passé par celle du dehors, qu'il n'est pas assez cultivé pour comprendre. Malgré sa rare intelligence, il les devine et il les dédaigne. Longtemps elles l'ont tenu éloigné de moi. Tout au fond de moi-même, il y a encore de bien sombres choses, à lui seul révélées, et par lui pardonnées avec amour. Mais il y a aussi beaucoup de simplicité, presque une simplicité d'enfant. Pierre et sa femme étaient en pleine joie de sa nomination de second maître, de son congé, de la réussite de leur modeste petit projet, et heureux de me devoir tout cela. Leur maison finit de bâtir, non sans peine, sans effort, ma chambre blanche prête à me recevoir, une médiocrité, une pauvreté charmante, tirant parti des moindres choses, comptant sur l'avenir, et deux beaux petits enfants frais et vigoureux égayant tout cela. Que sont nos existences inutiles, mon cher ami, nos existences égoïstes, détraquées, blasées, auprès de ces existences-là. Connaissez-vous ce petit pays de Rosporden? Avez-vous vu en passant les bois et la vieille église de granit? Jamais je n'avais tant compris cette poésie bretonne, le charme paisible et antique de ce pays, les vieilles chansons de la grand-mère berçant le petit Julien dans un berceau d'un autre âge, les jolis costumes des jeunes filles avec leurs larges collerettes blanches plissées, leurs grandes coiffes, et les sentiers pleins de chèvrefeuilles, de bruyères roses, les vieux chênes moussus, les campagnes tranquilles ayant je ne sais quel recueillement d'autrefois, avec de mystérieuses petites chapelles de granit plantées partout dans les bois. Adieu, mon cher ami. Mariez-vous bien vite et tâchez d'être simple, de vous faire une vie de famille douce et honnête et de croire en Dieu. Votre affectionné Julien Viau.
Mardi 10 août. Jour des grandes fêtes de Cherbourg. Visite des présidents à l'escadre. Grand pavois, salve, bamboula officiel. Cérémonie écœurante. C'est ce ramassis de commis voyageurs en goguette qui nous gouverne. Ils se tiennent bien mal, ces gens-là. Ils sont bien laids, nos ministres. Et les braves matelots qui paradent depuis le matin pour cette clique de pacotilles leur jettent en passant des regards moqueurs. Les cours d'autrefois, au moins, avaient de la tenue. Je suis de service en rade tout le jour, dans une chaloupe à vapeur à grande vitesse, avec mission de contenir l'enthousiasme de quelques milliers de badauds parisiens qui ont prêté tous les canaux de la rade et veulent à toute force s'approcher pour mieux voir. Il y a là-dedans des bonnetiers de la rue Saint-Denis, des mastroquets ridicules, des journalistes idiots qui n'en croient pas leurs yeux ni leurs oreilles. Il y a des barques récalcitrantes, pleines de dames, que j'entraîne de force à la remorque. Sensation prolongée, petit cri charmant, scène d'un haut comique. Le soir à 10 heures, branle-bas de combat de nuit. Cela, c'est fort beau. On regrette seulement que ce soit fait en l'honneur de tels gens. Je suis de service dans mon canot à vapeur jusqu'à la fin de la fête. Jusqu'à minuit, je donne la chasse aux Parisiens badauds, mais je n'ai pas fort à faire ce soir. Les curieux s'éloignent d'eux-mêmes, ce tapage infernal, toute cette fumée, ces jets de lumière électrique, ces grandes lueurs rouges des canaux, des canons, ces vaisseaux qui apparaissent tout à coup dans un éclair comme de grosses bêtes noires vomissant du feu, tout cela leur fait un peu peur, et ils se tiennent à distance. Nos honorables gouvernants aussi, qui sans doute ne sont pas très braves, préfèrent voir la fête de la plage. Pourtant, voici un canot très entêté. Il est à vapeur comme le mien, orné de lanternes vénitiennes et de girandoles. Il paraît contenir très joyeuse société. On y entend beaucoup de voix de femmes. Il y a là-dedans des gens qui me crient au passage des choses fort aimables, en m'appelant par mon nom, avec un air de connaissance légèrement narquois. Je cours après, en lui envoyant des jets de lumière électrique pour dévisager les personnages. Impossible de les reconnaître. Il se sauve en continuant à m'appeler. Note. Il se sauve en me criant « Bonsoir, Lottie », en continuant à m'appeler et à me dire bonsoir. Assez beau temps pour la fin de notre séjour à Cherbourg. Madame Hanner et Madame F. ont élu domicile au carré de Friedland. Beaucoup d'amis, de la musique, de Beethoven et d'Handel. Mardi 16 août. À 11 heures du matin, l'escadre apparaît pour Brest. Au large, nous trouvons la brume. Entre Cherbourg et Brest, 3 jours de mer, avec pluie et brume. 3 jours ennuyeux de vie d'escadre, avec tir du canon et exercices variés. Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20, entrée de l'escadre en rade de Brest. Au mouillage à 2h30 du matin par une belle nuit calme et par clair de lune. L'escadre à poste vers 3h du matin. Vendredi 20 août, Brest. Le matin au réveil, une lettre de Pierre. Pierre me disait « Dimanche, c'est la plus grande fête aux environs de Rosporden, à la chapelle où nous avions vu la tête de mort. Et vous entendrez le biniou probablement. » J'avais répondu à Pierre que je prendrais le train de Rosporden le lendemain matin et que je passerais avec lui la journée de dimanche et celle de lundi. La fête bretonne, la musique du biniou, me souriait à voir et à entendre, surtout dans le grand préau de la chapelle où nous avions vu la tête de mort. Mais à midi, dépêche inattendue de Paris, les affaires s'embrouillaient en Orient, ordre aux 2 vaisseaux les plus rapides de l'escadre, Suffren et Friedland, de partir pour la Méditerranée. Que faire? On appareillera demain de grand matin. Passer une dépêche à Pierre pour qu'il vienne au moins me dire adieu. Il pourrait arriver au plus tôt ce soir par le train de 11 heures. Et jusqu'à quelle heure, en présence de ce départ, la communication avec la Terre nous sera-t-elle permise? Pourrais-je seulement le voir? Nouvel ordre. La communication permise avec la Terre jusqu'à demain 8 heures.
Nous ne partons qu'à midi. Mais Pierre viendra-t-il? Si oui, nous nous verrons au moins jusqu'au matin. Les hôtels sont pleins partout, à grand-peine trouver une chambre à 2 lits, hôtel de la Bourse que je retiens pour nous. La journée a rôdé dans Brest. Beau temps de Bretagne, tiède, calme, très couvert et mélancolique. La nouvelle de notre départ inattendu a mis la ville en émoi. Des bonnes femmes bretonnes, qui ont des fils ou des maris matelots à bord, m'arrêtent sur le quai ou dans les rues. Est-ce vrai, monsieur, que l'escadre s'en retourne? La Gauloise en est-elle aussi? Et la Revanche? Lesquels s'en vont, monsieur? Et les matelots descendront-ils à terre? Pauvres bonnes femmes bretonnes, elles ne les voient pas souvent. Celles-là, les matelots qui ont leurs fils, leurs maris ou leurs frères. La soirée surtout est longue à tirer. Pourtant de bons camarades à moi partout, qui ne m'ont pas vu depuis longtemps et me font un grand accueil. À 9 heures, j'imagine d'aller voir Corard, lieutenant de vaisseau. Sa femme, sa petite fille et lui sont couchés. Il se lève pour me recevoir dans ce grand salon de l'amiral d'Aurillac qui me rappelle toujours mes souvenirs du Borda. À mesure que la soirée s'avance, je me figure que Pierre aura reçu ma dépêche trop tard et ne viendra pas. Cela me sera dur de partir pour le Levant sans avoir embrassé mon pauvre frère. À 10 heures, je vais m'asseoir pour attendre aux environs de la gare, dans ce grand jardin d'où on domine la rade, et où nous sommes déjà venus si souvent, sur certains bancs, attendre le train de Rosporden. 11 heures approchent, et je me dirige vers la gare, cherchant à me persuader que Pierre ne viendra pas, à ne pas compter sur lui pour n'avoir pas de déception. Mais tout d'un coup, en sortant d'une allée très noire, je me sens attrapé, embrassé bien fort, et serré par 2 grands bras que je reconnais tout de suite sans même y voir. Oh, frère, dit Pierre en me grondant, m'avez-vous fait assez courir? Je me suis trompé de train. Les heures sont changées. Celui de Rosporden arrive 1 heure plus tôt. À 10 heures, Pierre, ne me voyant pas à l'arrivée, s'est imaginé que l'escadre était partie. Alors, jusqu'au grand pont de Brest en courant, de là il a aperçu en rade les feux des vaisseaux. L'escadre était bien encore là, mais il ne savait où me prendre. Alors l'idée lui est venue que j'irais peut-être l'attendre au train de 11 heures, et il est reparti pour la gare, et a pris encore sa course pour arriver à temps. Enfin, nous nous sommes trouvés, c'est l'essentiel.